bonjour. Bonjour, chère Isabelle. Merci. Vous êtes Jean Lassalle, vous êtes né en mai 1955 dans les Pyrénées-Atlantiques. Exact. Je crois que c'est un village qui s'appelle Lourdios-Icher. Bravo, très difficile à dire. Merci. Donc vous avez été maire de 77 à 2017. Exact. Donc d'abord vous avez commencé par une expérience locale. Ensuite vous êtes devenu député jusqu'en 2022. Et vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes de la liste Parti Alliance Rurale. Donc le nom donne la couleur territoriale de cette liste. Et vous êtes par ailleurs président et fondateur, dites-moi si je me trompe, d'un parti qui s'appelle Résistons depuis 2016. Vous avez, avant de créer en 2016 ce parti, vous avez été au MoDem, à l'UDF d'abord, au MoDem, et vous avez décidé de porter cette cause rurale dans un nouveau parti. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on veut faire vivre la démocratie européenne. Nous ne sommes pas, si vous voulez, pressurisés par l'audimat, donc nous avons ce luxe encore de pouvoir établir des débats et un dialogue avec l'ensemble de l'offre politique européenne. En tout cas, là, c'est le sujet qui nous intéresse. Donc merci d'avoir accepté. Europa Nova, nous avons travaillé pendant 1 an et demi sur les priorités européennes, puisque là on change de mandature. L'agenda est en train de se construire au mois de juin. L'Europe a changé, le Covid est arrivé, a créé de la solidarité, mais la guerre aussi s'est invitée en Europe, donc c'est plus du tout la même Europe qu'on a pu connaître du temps de Jean Monnet, de Schuman et des fondateurs. Donc on s'est interrogé sur les priorités. Mais vous, quelles sont vos 3 priorités dans cette campagne européenne? La première, c'est de parler de nos territoires ruraux, 70, selon les cas, 70-80% de notre territoire, qui ont le sentiment d'avoir sombré totalement et progressivement, c'est pas nouveau, dans un oubli total et fatal. Ils le vivent très mal, parce que personne ne vit bien le fait de ne pas exister aux yeux des autres. Donc, vous, en priorité, c'est représenter ce monde rural qui souffre. Première priorité. D'autant que c'est quand même une très grande partie de notre territoire national. Un territoire national qui a joué un rôle considérable dans notre histoire. Parce que si la France a pu devenir ce qu'elle est devenue, elle est devenue, bien sûr, grâce à Paris, quand Paris a commencé à émerger, grâce à ses rois, grâce à l'État que nous avions fondé ensemble et qui était notre symbole à tous. Il y avait aussi un peu Dieu. Bon, lui, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le mettre. Ensuite, les présidents sont arrivés. On a continué. Mais depuis la révolution industrielle, il y a un décrochage total qui s'est fait. Et nous sommes au moins de France, à mon avis, plus que ça. Or, la France est authentique. La France ne veut pas être ultra-droitisée, ultra-gauchisée, ni ultra-macronisée. Elle voudrait pouvoir vivre selon son histoire. C'est déjà un pays de grande histoire. Nous sommes un des pays modernes, déjà parmi les plus anciens. Et nous sommes très marqués, comme sur l'ensemble du territoire, par liberté, égalité, fraternité. Vous savez, la ruralité n'est pas un point fixe. La ruralité, c'est un état d'esprit. La ruralité, c'est une vision à fond. Moi, j'ai passé, parce que j'ai eu des mandats nationaux, plus de la moitié de mon temps à Paris, et j'y étais heureux. Donc, ce n'est pas une question de Paris contre le reste du monde, ou des capitales, mais quand je suis chez moi aussi, dans ma commune, où ma femme a bien voulu me rejoindre, nous avons 4 enfants et 3 petits-enfants, eh bien je suis à fond de là-bas. C'est-à-dire que je pense qu'une liste telle que la nôtre, basée sur le retour du bon sens, s'adresse aussi bien aux plus éloignés de nos quartiers qu'aux Champs-Élysées. Parce que sur les Champs-Élysées, combien avez-vous d'hommes et de femmes
qui ont un grand-père, voire un arrière-grand-père surtout, originaire de notre territoire. Merci, donc je note représentativité de la ruralité, je note aussi la famille, je note aussi l'histoire et les origines, ce sont vos priorités de remettre ces sujets en haut de la liste. Quelle est votre vision de l'Europe de la défense aujourd'hui? Certains, comme Jean Monnet, depuis longtemps été pour une armée européenne, certains défendent une armée française, nationale. Quelle est votre vision? La défense, on aurait peut-être pu, sur le début, et notamment quand l'URSS, grande nouvelle, enfin, si on peut dire, a implosé, nous aurions pu peut-être, à ce moment-là, nous projeter davantage sur une citoyenneté européenne, et ce faisant, créer une armée. Mais une armée qui n'a pas comme fondement un État, qui n'a pas un peuple, et qui n'a pas une conscience d'appartenir à un destin commun, alors qu'elle l'a eu. Donc ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas l'heure, puisque vous souhaitez d'abord qu'une armée corresponde à une citoyenneté, à une unité étatique. C'est pas tellement que je veuille, c'est qu'il me semble impossible de faire autrement. Une armée doit reposer sur un socle. C'est très clair. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement de l'Union européenne? Non, dans l'état actuel des choses, non. Parce que je crois qu'il serait beaucoup plus urgent de faire le point, d'abord, entre ceux qui y sont, entre les pères fondateurs, ce qu'ils ont dit, vous en avez cité quelques-uns, et puis ensuite, les 6 qui ont commencé. Et sur l'harmonisation du droit européen, aujourd'hui, vous avez des couples mixtes qui divorcent, les parents se déchirent, les enfants grandissent. Il n'y a pas aujourd'hui d'harmonisation du droit privé de la famille, puisque c'est géré par chaque État. Ce qui fait qu'il y a des situations un petit peu délicates en cas de divorce, par exemple, de couples mixtes intra-européens. Ou le droit des affaires aussi, où finalement un entrepreneur a des règles différentes en fonction des pays, qui peut empêcher aussi son développement même intra-européen. Par rapport à ça, est-ce que vous êtes pour plus d'harmonisation du droit européen ou vous voulez garder la prérogative des nations sur le droit? Je suis dans un premier temps pour que nous y allions, l'Alliance rurale. Nous avons consacré beaucoup de temps. Je crois que nous sommes à notre 70e meeting ce soir à Lille, sur notre 70e meeting. Nous avons eu beaucoup de monde dans nos visites, mais des hommes et des femmes, je vous les ai, j'y reviens pas, décrits tout à l'heure, qui ne croient plus en rien. Ils ne savaient même pas au juste quand avaient lieu les élections. Il faut dire que l'élection a été difficile à faire, parce qu'au départ, il y a eu cette terrible tragédie qui continue toujours du Hamas, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, vous avez notre merveilleux bout de mer qui s'est enflammé, et puis maintenant vous avez les Jeux Olympiques. C'est très difficile pour quelqu'un de suivre lorsqu'il n'est pas là. Ça demande une attitude, une concentration et un pouvoir bienveillant. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en état. Contentons-nous de découvrir ce que nous avons fait et si on le met en œuvre. Justement, vous venez de dire ce que nous avons fait. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui dans votre action politique? Ben, écoutez, peut-être lorsque j'ai fait la grève de la faim pour sauver une entreprise qui disparaissait de ma vallée. Alors qu'elle était une de celles qui gagnait... En Pyrénées, la vallée d'Aspe, qui était spécialisée sur le traitement de l'aluminium. Mais l'aluminium, comme sur l'ensemble des Pyrénées, était devenu obsolète. Et là, j'avais été au Japon, et j'avais été chercher une entreprise authentique au Japon, qui travaillait non plus sur l'aluminium brut, mais qui l'explosait pour extraire la peau d'aluminium, avec deux fonctions, une fonction de
peinture métallisée, 80% des voitures métallisées du monde, c'était pas rien, et la poudre explosive qui équipait le missile Exocet et la fusée Ariane. Et là-dessus, le groupe Total, qui considérait qu'il n'y avait plus de pétrole, c'était normal, a dit on va refaire un lac, le bassin de lac pétrolier artificiel, et on va faire venir 50 entreprises, parmi les plus modernes, dans un rayon de 200 km. Et là, j'ai dit, ne touchez pas à la mienne, parce que sinon vous allez détruire ma vallée. Ça a très bien pris, ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de vous. On m'a mené au bras de fer, et je l'ai emporté. Merci pour ce témoignage positif sur une entreprise qui se bat. Dernière question aussi sur la structure de l'Europe. Il y a des fédéralistes, il y a des nationalistes, il y a des gens qui sont pour une fédération et l'Europe des régions, par exemple, puisque vous êtes vous défendez plutôt les territoires. Comment vous vous situez sur l'horizon? Quel est votre rêve un petit peu d'Europe finalement, très concrètement? Une Europe où on soit justement, on forme les citoyens européens in fine, ou est-ce simplement un retour sur la primauté des nations? Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, l'Europe fédérale n'a aucune chance. L'Europe fédérale, telle qu'elle continue, on voit bien les fissures dans le couple franco-allemand, qui est l'épine dorsale. On voit bien que même si nos amis belges ont 20 avions à commander, ils vont les commander aux États-Unis. Il n'y a aucune solidarité. Donc, je dois, et nous devons nous interroger sur la vision du général de Gaulle, de l'Europe des nations, et même du chancelier Adenauer. Je me suis procuré le verbatim de leur entretien à Baden-Baden. C'était quand même bien avant, et ni l'un ni l'autre n'y croyait. Elle n'était pas fédérale, cette Europe. Mais on peut inventer un modèle qui crée, qui soit basé sur une solidarité, ce qu'elle devait être, supérieure, et non pas sur cette atroce compétition ouverte jour et nuit qui détruit nos paysans, nos services publics, notre art de vivre, comme elle détruit ailleurs ceux qui avaient... Donc une Europe solidaire. Dernière question, alors plus personnelle, là je ne m'adresse pas à l'homme politique, mais à l'homme que vous êtes, peut-être même au petit garçon. Là vous vous présentez sur un mandat européen. Quel a été votre déclic, votre envie, là vous souhaitez être député européen, votre envie, ça s'est déclenché par quoi? Quelle a été votre histoire européenne? Petit, vous me dites que vous êtes fils de berger. Est-ce que vous avez eu une émotion, une histoire, un échange? Quelle a été finalement votre première émotion autour de l'Europe et qui vous a peut-être conduit aussi à être ici aujourd'hui? Je pense que, comme beaucoup de jeunes de mon époque, c'était celle des peuples, des fondateurs, des pères fondateurs. C'est-à-dire partir tous les 20 ans, faire tuer toute notre jeunesse, je trouvais ça terrifiant. Surtout que j'avais de fortes chances d'en être un jour ou l'autre. Donc l'Europe de la paix, c'est important pour vous? L'Europe de la paix, oui. L'Europe complice, l'Europe fraternelle, oui. Et puis j'ai vu que nous ne faisions pas du tout de ça. Et ce qui s'est accéléré, et je ne comprends pas qu'on ait commis cette erreur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre entretien. Merci Jean Lassalle. Merci à vous.